Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast AWS en français. Merci de nous écouter. Je sais que ça fait un peu bateau de le dire, mais tous les mois, toutes les semaines, vous êtes de plus en plus nombreux pour nous rejoindre. Donc continuez-en d'en parler autour de vous, d'en parler à vos collègues. C'est comme ça qu'on ramènera encore plus d'audience. Faites-nous part de vos feedbacks également sur le Twitter d'AWS France, AWS France tout attaché, tout en un mot. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons parler d'apprentissage machine, d'intelligence artificielle, et j'ai le plaisir d'être avec Olivier Bergeret, qui est manager de Solution Architect chez AWS France. Olivier, merci de nous donner un tout petit peu de ton temps et de nous rejoindre aujourd'hui. Dans le premier épisode du podcast en français, j'étais avec Stéphane Addinger, qui est responsable technique d'AWS France, et on parlait d'une nouveauté annoncée à re:Invent, la conférence à Las Vegas en novembre l'année passée, qui s'appelle D-Bracer, qui sont des petites voitures miniatures. Qu'est-ce qu'AWS essaye de faire avec ces voitures miniatures? Salut Sébastien, AWS propose avec D-Bracer d'apprendre le machine learning. Donc c'est une solution, c'est un service, c'est une voiture miniature qui met l'apprentissage par renforcement à la portée de tous les développeurs. Donc de ce point de vue, ça vulgarise, ça donne du fun, ça permet de s'amuser, de développer en s'amusant des algorithmes d'apprentissage par renforcement. Donc l'apprentissage par renforcement, c'est tout simplement un apprentissage qui va prendre des conséquences suite à des actions dans un environnement donné et qui va, de ce point de vue, entraîner un modèle. Donc c'est un apprentissage qui est différent vis-à-vis des apprentissages supervisés, qui sont des apprentissages basés sur l'exemple, où chaque donnée est étiquetée et cela va permettre de lancer un apprentissage. Et c'est aussi distinct de l'apprentissage non supervisé, où là, les données sont non étiquetées et où là, on reposera vraiment sur une puissance algorithmique. Donc là, en général, il y a 3 types d'apprentissage machine. Non supervisé, comme tu as dit. Donc là, on donne des jeux de données aux algorithmes et ils doivent trouver des relations entre ces données. Un exemple que je donne souvent, c'est vous donnez 10 ans d'historique de météo, 10 ans d'historique de remplissage de stations Vélib dans une ville donnée et moyennant le fait que vous puissiez donner les prévisions météo de dimanche prochain en fonction du calendrier et de l'histoire, l'algorithme est capable de prédire il y aura autant de vélos à telle station à telle heure en fonction de la météo, etc. Ça, c'est du non supervisé. Totalement. En supervisé, c'est plutôt pour la reconnaissance de photos, la reconnaissance de voix. On a des gens qui doivent apprendre à l'algorithme, qui doivent annoter, comme on dit, labelliser. On donne 1000 photos de chats à un algorithme avec une personne humaine qui a dit 1000 fois, là il y a un chat, là il n'y en a pas, etc. Et sur base de ça, quand l'algorithme rencontre une nouvelle photo de chat, il est capable de dire, avec un certain niveau de confiance, il y a un chat dans cette photo ou pas. Donc ça, c'est les 2 principaux modes jusqu'à présent. Et AWS essaye de familiariser les développeurs avec l'apprentissage par renforcement. Mais alors, ça marche comment, ça? Eh bien, c'est vrai que c'est un apprentissage différent. Donc là, la base de cet apprentissage, ça va être de récompenser des comportements positifs et de ne pas récompenser des comportements négatifs. Donc, on va placer ce qu'on appelle un agent dans un environnement virtuel et on va le faire explorer cet environnement virtuel. Donc, quand l'action réalisée durant cette exploration nous plaît, eh bien, on donne une récompense. Et quand ça ne nous plaît pas, on ne récompense pas. Donc, c'est vraiment la base. Donc, une récompense, c'est quoi? Très concrètement, c'est du code qui reçoit des inputs, de senseurs, par exemple, et qui donne une valeur en retour, et 0, c'est pas bien, et 1000, c'est très bien. Exactement, c'est ça, oui. L'idée est tout simplement d'utiliser du code simple, avec des structures de contrôle, avec des calculs mathématiques assez simplistes, et de calculer justement un score de récompense que l'on donne en retour à l'exécution donc, de cette fonction de récompense. Cette fonction de récompense, elle est là vraiment justement pour aider à entraîner un modèle. Donc elle est là pour aider à éduquer, en un certain sens, à cet agent. Donc dans ce cas précis, dans le cas de D-Bracer, cet agent, ça sera une voiture virtuelle dans un environnement qui lui-même est aussi virtualisé. Donc l'environnement virtuel, ça sera une piste modélisée en 3D. Ça sera une piste dans laquelle se déplacera donc cet agent. Cet agent, il va enchaîner des états vis-à-vis de cette piste-là, donc il va avancer progressivement. Donc ces états, c'est quoi? C'est une position, c'est une situation, c'est une orientation. Et c'est justement grâce aux éléments récupérés sur ces états et grâce à l'enchaînement de ces états dus à des actions, les actions d'accélération, changement de direction, de freinage, qu'on va calculer
une note de récompense. Donc la note de récompense, elle va prendre en compte donc, ces différents paramètres, c'est-à-dire la position sur la piste, l'éloignement du centre, l'orientation, la vitesse, le fait de ralentir aussi. Et grâce à tous ces paramètres-là, on calcule ce score un petit peu magique avec donc l'imagination du développeur afin donc de calculer cette fameuse récompense et de la retourner à l'algorithme d'entraînement, afin justement d'éduquer ce modèle afin qu'il fasse des tours de piste tout seul derrière. Donc j'essaie de me rendre compte de ce que ça veut dire. Donc, en tant que développeur, j'ai une fonction dans un langage Python, je suppose. Exactement. Et je reçois en entrée ma position sur la piste, ma vitesse et peut-être d'autres paramètres. Et puis je dois retourner un score entre 0 et l'infini pour dire c'est très bien ou c'est pas. Et alors tu parles d'entraînement, d'éducation. Oui. Ça se passe comment ça ? J'ai ma fonction, je la fais tourner où après ? Eh bien tout ça tourne dans la console AWS dPressor. Donc la console AWS dPressor est une console extrêmement simple à utiliser. Elle est vraiment ouverte à tous les développeurs. Il n'y a pas besoin d'avoir un background spécifique pour utiliser la console AWS dPressor. Donc, c'est une page simple dans laquelle, effectivement, on va avoir un éditeur de code. Cet éditeur de code va permettre justement de saisir le corpus de cette fonction. Donc, il contient en entrée, cet éditeur de code, la signature de la fonction. Et après, à vous d'implémenter la fonction de calcul avec quelques structures de contrôle, avec quelques calculs. Ça peut être un petit peu de trigonométrie, ça peut être un petit peu de test, un petit peu de branches, etc. Donc en tout cas, libre à votre imagination. Réfléchissez un peu à ce que vous pensez comme être le bon comportement d'une voiture sur une piste pour faire des tours de piste. Est-ce qu'elle doit rester au centre de la piste ? Est-ce qu'elle doit prendre des cordes ? Est-ce qu'on doit favoriser le fait de toujours accélérer, de jamais freiner ? Voilà, la réponse se trouve dans un mix de tout cela. Donc à vous d'implémenter ce mix de tout cela avec quelques structures de contrôle et avec quelques calculs, afin justement de faire un return à la fin, de faire un retour qui contiendra le score que vous aurez calculé entre 0 et l'infini, exactement. Et puis j'appuie sur un gros bouton, entraîne-toi, simule-toi, ça marche comment ? Exactement, donc après on appuie sur un bouton, ce bouton va lancer donc l'entraînement, donc ça va lancer l'entraînement sur des instances AWS EC2, Amazon EC2. Donc ces instances vont simuler, vous vous rappelez, l'environnement virtuel, vont lancer l'agent dans cet environnement et vont effectivement faire parcourir à cet agent, donc cette voiture virtuelle, tout un ensemble de tours de piste. Et cette instance va aussi simuler les sorties de piste. Donc voilà, c'est vraiment la vraie simulation. Tout cela, ça repose sur 2 services AWS, donc à savoir AWS RoboMaker, qui est notre environnement dédié à la construction de robots, vraiment à l'entraînement de robots, à la simulation des univers robotisés, premier service. Et le deuxième service, c'est AWS SageMaker. AWS SageMaker, c'est le composant d'orchestration d'algorithmes de machine learning ou de deep learning qui va prendre en compte justement le lancement des instances, l'arrêt des instances, qui va prendre en compte aussi l'usage de certaines librairies. Et donc là, en l'occurrence, il prend en compte l'usage du framework PPO avec dPressor afin d'entraîner le modèle durant le process d'entraînement. Mais les premiers tours doivent être catastrophiques, alors la machine ne va pas rester sur la route Exactement, Sébastien, tu as tout compris. Parce qu'effectivement, on commence par une phase d'exploration. Donc cette phase d'exploration va consister à découvrir l'environnement. Donc autant vous dire que dans les premières secondes, les premiers tours, la sortie de piste est immédiate. Mais vous allez voir que seconde après seconde, essai après essai, effectivement, on va avoir de plus en plus une bonne trajectoire. Ça vient du fait que l'algorithme apprend progressivement, collecte de l'expérience, effectivement, et va ensuite utiliser cette expérience pour progresser et continuer et faire des tours de piste. Et visuellement, je vois la piste dans le simulateur ? Exactement. Durant cet entraînement, on a un retour visuel qui permet justement de voir l'agent, donc la voiture virtuelle, sur la piste simulée, donc l'environnement. Et ça nous permet aussi de savoir comment se comporte la fonction grâce à notre fonction de reward. Et ça, c'est très important
dans votre compréhension du résultat de votre fonction de récompense. Et avec une fonction de récompense qui est de qualité moyenne, comme moi je la ferais par exemple, la première en tout cas, il faut combien de temps ou il faut combien de tours de piste avant que le système commence à pouvoir faire des tours de piste tout seul? Oui, on commence à avoir des bons résultats au bout d'une heure. Au bout d'une heure, on va commencer à avoir une fonction qui se comporte pas trop mal, qui sait faire des tours de piste. Donc, il y aura encore des sorties de piste si la fonction de récompense est basique. Comme on a des exemples dans la console qui permettent justement directement... Je ne peux même pas écrire du code, je peux partir dans On peut modifier le code existant ou combiner même les différents exemples. D'ailleurs, c'est ce qui est conseillé pour commencer. Au bout d'une heure, on va avoir effectivement une fonction qui va être en capacité, un modèle qui va être en capacité de faire des tours de piste de manière assez efficace. On va dire qu'au bout de 2 heures, on devrait, dans le cas général, avoir quelque chose d'assez solide, à même en tout cas de faire des tours de piste de manière physique, c'est-à-dire de télécharger le modèle entraîné dans le service d'e-presseur et de le mettre sur une voiture physique. Parce que d'e-presseur, c'est aussi une voiture physique. Donc on peut... Ah ouais. Attends, parce que pas trop vite. J'ai d'abord une autre question avant de parler de la voiture physique. Tu dis 2 heures de modèle. Je suppose qu'un entraînement, ça se fait en quelques millisecondes. Et donc c'est des milliers et des milliers de tours de piste? Et non. L'entraînement se fait quasiment en temps réel. C'est-à-dire, on va voir la voiture faire des tours de piste en temps réel. Donc, c'est à ce titre-là, le retour vidéo, c'est un retour vidéo temps réel. Donc, on verra la voiture sortir à l'instant T, en direct, on va dire, durant l'entraînement. Et ça, c'est important parce qu'on simule dans un environnement virtuel, mais on simule aussi quelque chose de consistant vis-à-vis de la réalité. D'accord. Et tu parlais de machines physiques, donc on peut... Une fois qu'on a son modèle qui tourne dans le simulateur, je peux le télécharger, je peux faire un FTP sur une petite voiture réelle et je dois mettre enfin un FTP ou autre chose, mais je dois mettre la voiture après sur une piste qui est, je suppose, la même que le simulateur, sinon elle ne va pas s'en sortir, et ça devrait marcher. Eh bien oui, c'est le but du service d'e-presseur, c'est d'entraîner d'entraîner effectivement ce modèle afin de pouvoir l'utiliser dans la réalité sur la voiture d'e-presseur. Donc effectivement, on télécharge le modèle entraîné sur une clé USB, on le place sur une clé USB, on plug cette clé USB sur la voiture charge le modèle de manière automatique. Et après, il n'y a plus qu'à lancer la voiture sur des tours de piste parce que voilà, c'est effectivement le deuxième élément de d'e-presseur, c'est la voiture autonome en un 18e. Et donc la piste, elle doit être la même que le simulateur, on est d'accord? Eh bien non, c'est ça qui est la magie de tout cela, c'est qu'effectivement, la piste, vous vous doutez bien qu'elle sera différente, légèrement différente ou très différente de ce qui a été simulé dans le simulateur. Donc durant la phase d'entraînement, on a vraiment entraîné la fonction, on a le modèle, on l'a entraîné vis-à-vis d'une piste virtuelle, à prendre du virage, à être efficace dans l'accélération, etc. Donc on lui a appris à conduire, et après ça, elle est capable de conduire sur n'importe quelle piste. Alors après, selon les typologies de virage, etc., elle sera plus ou moins en difficulté, la voiture. Mais le but, en tout cas, c'est on l'a éduqué, ce modèle, à prendre les virages, à les prendre de manière intelligente, corde ou pas corde, vitesse ou pas vitesse, centre de piste ou pas centre de piste, etc. Et cette voiture, je peux la voir où? Eh bien, cette voiture, elle est en vente sur Amazon.com aujourd'hui. Donc c'est... En France également? C'est la question qui tue, je sais ça en général. Pas encore. Okay. Pas encore. Aujourd'hui, elle est en vente aux États-Unis sur Amazon.com. C'est une voiture qui donc est livrée complète, physique, montée évidemment, et donc que l'on peut utiliser sur une piste physique qui sera matérialisée avec les lignes, etc. Que vous pourrez aussi, pourquoi pas, utiliser de manière plus ludique avec une piste que vous aurez fait vous-même avec, vous savez, les scotch de tapissier, les scotch blancs, etc. pour matérialiser une piste dès lors que la surface que vous utilisez correspond de près à ce qui est utilisé en termes de couleurs sur les pistes AWS.
Et rapidement, en matière d'hardware, c'est quoi? C'est 4 roues, une batterie, il y a un petit processeur, il y a une caméra, un gyroscope ou des trucs comme ça? Effectivement, c'est cela. C'est une voiture donc composée d'un étage moteur, donc avec un cerveau pour la direction, un moteur pour la propulsion, avec un étage de compute, de calcul. Donc cet étage de calcul intègre un Intel Atom avec 4 Go de RAM, 32 Go d'SSD. Ça exécute une Ubuntu, une distribution Linux Ubuntu, avec une surcouche robotique operating system là, qui va justement gérer cette adhérence à tout ce qui est cerveau, tout ce qui est direction, tout ce qui est accélération, etc. Et évidemment, vu qu'il y a des prises de décision vis-à-vis de la réalité, il y a différents capteurs. Le premier capteur, c'est la caméra. C'est une caméra à 4 millions de pixels qui va capter donc, effectivement, les images de l'environnement. Donc la caméra regarde devant. Elle capte effectivement les couleurs, elle capte vraiment l'image, les lignes, etc. Et cette caméra donc envoie ces informations au module de calcul, sachant qu'il y a quelques autres capteurs. Il y a effectivement un gyroscope et un accéléromètre qui peuvent aussi complémenter les choses. À noter qu'en plus, cette voiture elle est extensible. Il y a des ports USB un peu partout. Donc aujourd'hui, à l'avant, il y a 3 ports USB. Donc le premier port USB à la caméra qui est fourni, plugué dessus, mais il y a encore 2 ports USB disponibles. On pourrait rajouter d'autres senseurs, par exemple. On peut rajouter ce que vous voulez, et surtout c'est configurable. Voilà, c'est une distribution, c'est un software on ne peut plus standard. Vous avez même un port HDMI sur le côté si vous souhaitez connecter un écran. Pour la console, effectivement, et un clavier, et clavier à côté sur les ports USB. Exactement. Ok, d'accord. Alors, avoir une voiture, c'est top, mais à Reinvent, j'ai vu également qu'il y avait des courses de voitures. C'est la première fois au monde qu'il y a une compétition de machines par apprentissage machine. Exactement. Voiture. Exactement. Donc, c'est la Depressor League, c'est le 3e élément. On a parlé du service, on a parlé de la voiture, et maintenant, on va parler de la ligue. La Depressor League, c'est 2 choses. C'est une ligue physique, à laquelle vous avez certainement... vous auriez pu participer le 2 avril à Paris, durant le summit de Paris. Et donc, c'était la première étape européenne, d'ailleurs, à ce sujet-là. Et c'était une première étape où nous avons eu un vainqueur français qui partira à Las Vegas en fin d'année. Arthur. Donc c'est ça l'idée. C'est dans chaque ville où il y a un summit AWS, ou dans beaucoup de villes où il y a un summit AWS, quand on a la place pour le faire, on va mettre un circuit réel. Les gens peuvent venir entraîner leur modèle et puis l'uploader dans une voiture qu'on fournit à ce moment-là, évidemment, il ne faut pas l'acheter. Et celui qui gagne l'épreuve locale est invité pour la grande finale en novembre ou en décembre, première semaine de décembre, à Las Vegas. C'est exactement ça. C'est exactement cela. Donc, c'est à la fois du fun parce que, une petite journée de compétition avec un ou plusieurs passages avec les modèles fétiches. Les modèles fétiches seraient entraînés durant la journée grâce aux conseils glanés sur le pit, ou sur les bords de piste, ou bien durant les workshops d'e-presseurs. Et en tout état de cause, compétition saine et sympathique, dans le sens où, effectivement, le gagnant part à la fin pour Las Vegas. Et, à nos frais. À nos frais, exactement. Et pour défendre, pour ce qui est de la France, les couleurs de la France durant la compétition à Reinvent. C'est sérieux. Et donc cette année, c'était le 2 avril de cette année au Summit d'AWS France qui se tenait à Paris au Palais des Congrès. C'est 2 étudiants qui ont gagné, Mathieu et Arthur. Je les ai rencontrés il y a quelques jours. Voici ce qu'ils me disaient. Alors je m'appelle Mathieu, je suis étudiant à l'ISEP en école d'ingénieur. Et je suis en parallèle à ça stagiaire chez Capgemini dans l'AIE. Et en plus de ça, je dirige une association d'intelligence artificielle dans le cadre de mes études. Donc j'ai un petit background en machine learning qui m'a permis d'aller loin dans la course. Et toi, Arthur ? Donc moi, c'est Arthur. Je suis également étudiant ingénieur à l'Université de technologie de Troyes. Et je suis stagiaire chez Capgemini avec Mathieu aussi pour 6 mois. Et j'ai un tout petit background en machine learning, moins important que celui de Mathieu. J'ai eu l'occasion d'étudier un peu tout ça pendant un semestre d'études à Taïwan. Donc vous êtes étudiants tous les deux spécialisés ou en cours de spécialisation en machine learning. Quel est le genre de projet sur lequel vous travaillez avant Depressor ? Alors j'ai eu l'occasion de travailler un petit peu sur des voitures autonomes, mais complètement différentes d'AWS, parce qu'on était plus sur de l'apprentissage supervisé.
Et donc ça a été complètement nouveau pour moi de travailler sur ces nouveaux algorithmes. Sinon, j'ai travaillé un petit peu sur les systèmes de recommandation, de la prédiction, notamment dans le sport, etc., sur les sujets que j'affectionne particulièrement. Moi, donc, j'ai fait beaucoup de théories sur le machine learning. J'ai fait quelques petits exercices d'apprentissage par renforcement, mais je fais aussi beaucoup de management. Enfin, j'étudie beaucoup le management des projets logiciels et des systèmes d'information en général. Donc, c'est un petit peu différent du machine learning et c'est plutôt ça ma spécialité en fait. Vous êtes tombé comment dans Deep Racer ? C'est arrivé comment ? Alors, on utilisait un petit peu la plateforme comme ça, histoire de se former. Et puis, il y avait beaucoup de publicité en fait pour Deep Racer. Et ça a donné super envie de s'y pencher un peu plus. Et puis, on a eu de la chance que dans le cadre de nos stages, ça a été un des projets sur lesquels on a pu travailler. Donc, direct, quand on a vu qu'on a la possibilité, on a foncé et on s'est dit, OK, c'est pour nous, on va à Vegas et on gagne. Donc, voilà, c'est une chance énorme et on n'a vraiment pas hésité à bosser dessus. Et vous avez eu l'occasion de mettre la main sur une voiture également ? Oui, donc ça en fait, c'est une personne qui travaille chez Capgemini, chez EAPM plutôt, c'est une petite entité de Capgemini, qui a eu l'occasion d'aller au Re-Event l'année dernière à Las Vegas déjà, qui a pu participer à un workshop et qui nous a prêté sa voiture en fait pour qu'on puisse voir à quoi ça ressemblait et l'utiliser pour s'entraîner. C'est Anthony Libaud qui nous a prêté la voiture, voilà. Merci à lui. Comment vous êtes préparé pour la course ? Alors, on a passé beaucoup de temps à rentrer dans les détails du code, ligne par ligne. On voulait vraiment être certain de savoir quelle était l'utilité de chaque ligne de code. Ce qui a été un petit peu notre force, je pense, sur ce projet, de prendre le temps de bien comprendre. Ensuite, on a passé 2 semaines, toute la journée, à essayer de comprendre. On a lancé beaucoup de simulations à chaque fois. On apprenait nos erreurs. En parallèle à ça, on a aussi regardé pas mal de théories sur le reinforcement learning. Pas mal de cours, notamment les cours du MIT qui ont été hyper intéressants. Ouais, à part ça, ça a été on a eu un coach sportif pendant 2 semaines et un régime alimentaire particulier. Non, je plaisante. Le jour du summit, vous avez mangé des pâtes avant le... C'est ça, juste des pâtes uniquement. Alors, qu'est-ce qui a fait la différence selon vous ? Parce qu'il y a quand même plusieurs dizaines de personnes qui se sont pliées au reinforcement learning pendant cette journée-là, qui ont essayé, qui ont simulé. Pourquoi vous ? D'une part, je pense que, comme Mathieu l'a dit, on a eu la chance déjà d'avoir eu le temps en fait, de travailler dessus pendant 2 semaines. Donc, on est stagiaire, donc on a à plein temps travaillé là-dessus. Et on a vraiment étudié le code ligne par ligne. On a voulu tout comprendre et on est allé au-delà de la fonction de récompense. En fait, on a vraiment cherché à aller à l'extérieur de la fonction de récompense, et puis on a fait un petit peu un état de l'art sur ce qui se faisait en apprentissage par renforcement. Et puis on a vu que il y avait des petites astuces dans des papiers de recherche qu'on a essayé d'implémenter au mieux. Et concrètement, il y a des choses dans votre fonction de renforcement qui ont fait la différence, que les autres n'ont pas. Vous avez une secret sauce. C'est un petit peu notre secret, je ne sais pas si on peut se permettre de tout révéler, mais je pense que les principales forces de notre algorithme, ça va être de chercher à quantifier. Donc, on a beaucoup travaillé sur les angles, parce qu'on va avoir une voiture qui se déplace de manière avec des trajectoires très linéaires et pour maximiser donc sa vitesse. Et on a aussi cherché à comprendre quelle était la vitesse max de la voiture. Donc pour ça, on a pas mal d'itérations qui nous permettent vraiment de s'adapter à l'état de la voiture, sa vitesse, etc. pour aller le plus vite possible et faire un bon score et nous permettre de nous qualifier pour la finale. Le déroulement de la journée, ça s'est passé comment ? Vous êtes arrivé le matin avec votre voiture ? Allons-y. Ouais, du coup, le jour du summit, on est arrivé le matin, à 10h30, je crois. On a posé la voiture, on a fait un premier tour, on a fait 16 secondes. On est passé en tête, on était content. Et puis, jusqu'à 16h15, on avait la tête avec notre tour à 16 secondes, mais on voulait quand même refaire un passage parce qu'on sentait qu'on pouvait faire mieux. Et finalement, vers 16h15, il y a une autre personne qui a fait 15 secondes 500. Donc, on a été un petit peu déstabilisés. Là, on a dû performer. Et puis, au final, on a réussi à faire 13 secondes 870, il me semble. Quelques minutes avant la fin de la journée, la compétition s'arrêtait à 4h30, c'est ça ? C'est ça, le suspense était vraiment à son comble et on a tout donné sur la fin. Vous avez gagné. J'ai vu qu'il a passé un tweet d'Andy Jassy, qui est notre CEO, qui rapporte directement à Jeff Bezos, qui vous a félicité avec photo et qui vous invite à Las Vegas. Comment vous allez vous préparer pour Vegas ? Alors, on sait un petit peu sur quoi on va travailler, parce qu'on est conscient que notre algorithme est loin d'être parfait.
Donc on va vraiment retravailler, limite repartir de zéro et plus s'intéresser en fait à la théorie du reinforcement learning, parce que pour le moment, on a beaucoup cherché à améliorer les performances sur des questions un peu informatiques. Là, on va vraiment les chercher dans les maths, dans les détails, etc. Et je pense que si on a une chance de se différencier et peut-être remporter la course, ça va être en jouant là-dessus. On a des bonnes formations en mathématiques, donc c'est là où on peut faire la différence. Bien, je suis de retour avec Olivier, qui est Manager Solution Architecture chez AWS France. On parle de machine learning, on parle de renforcement, on a parlé en longueur de depresseur et de la course depresseur. Juste pour terminer, si je veux essayer, d'abord, quelles sont les compétences requises ? Est-ce que ma maman peut s'y mettre ? Et puis je vais où ? Je tape quoi ? Je fais quoi ? Eh bien, pour l'essayer, c'est très simple. Il suffit d'avoir une console AWS, donc un compte AWS, à accéder à la console AWS. Partant de là, choisissez le service depresseur. Donc, il y a un petit moteur de recherche en haut de la console AWS. Donc, vous tapez Deep Racer dedans. Et là, vous arrivez sur le service depresseur, qui est pour l'instant disponible en ES East 1. Donc, c'est la région qui supporte le service depresseur à date. Une fois que vous êtes sur ce service-là, vous cliquez tout simplement sur le bouton « Lancer un apprentissage » par renforcement. Et c'est parti. Et c'est là qu'on peut éditer le code, etc. Et c'est là qu'on a cette page simple avec le code. Donc, vous verrez, vous pouvez choisir une piste d'entraînement. On en a plusieurs maintenant. Vous pouvez taper... Silverstone, Monza, Francorchamps. Exactement, à peu de choses près. Effectivement. Okay. On saisit le code. Après, on peut laisser 2 types de paramètres par défaut, à savoir les hyperparameters, qui sont les paramètres fins vis-à-vis de l'algorithme d'apprentissage par renforcement. Mais il y a aussi ce qu'on appelle l'action space, c'est-à-dire toutes les décisions en termes de direction d'accélération que pourra prendre la voiture virtuelle ou la voiture physique. Voilà, donc ces 2 types de paramètres, vous pouvez les laisser par défaut. Et enfin, le bouton lancer l'apprentissage avec quand même une petite box de saisie de temps qui vous permet tout simplement de choisir la durée de l'entraînement. Alors l'entraînement, je suppose, ça se fait sur des grosses machines virtuelles avec GPU, donc ça va me coûter un bras ce truc-là, non ? Eh bien, la bonne nouvelle déjà premièrement, c'est que ça se réalise sur des instances CPU. Donc l'entraînement, la simulation, etc., ça va se réaliser sur une instance CPU. Ça va se réaliser aussi avec quelques adhérences avec les services depresseur, SageMaker et RoboMaker. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'en plus de cela, vous avez 10 heures d'entraînement offerts, considérés dans ce qu'on appelle le free tier, c'est-à-dire ce niveau d'utilisation gratuite d'offerte dès lors que vous avez un compte AWS. Donc 10 heures par compte, pas 10 par heures mois. Par compte, effectivement. Sur un nouveau compte, on peut lancer 10 heures de simulation. Exactement. Gratuitement. Et ce qui permet déjà de faire 5 sessions d'entraînement de 2 heures ou 10 sessions d'entraînement d'1 heure. Vous pouvez aussi transférer vos entraînements. Donc, ça veut dire que vous pouvez faire un premier entraînement et ensuite réentraîner sur ce premier entraînement. Donc, ça se fait via la fonctionnalité de clonage. Là, vous pourrez transférer l'expertise acquise durant le premier entraînement pour le deuxième entraînement, par exemple. Cool, tout ça me paraît très clair. Pour en savoir plus, aws.amazon.com/depressor et on vous mettra le lien dans les notes de ce podcast. Il y a aussi un workshop disponible sur GitHub. Juste pour terminer en quelques mots. Oui, ce workshop disponible sur GitHub reprend les éléments qui ont été présentés durant le workshop Depressor du Summit AWS de Paris et celui du Summit de lancement durant re:Invent 2018. C'est des éléments qui vous permettront, par exemple, d'investiguer un peu plus finement dans ce que fait la voiture durant l'entraînement. Donc, il y a un notebook d'analyse de la trace pour créer des sortes de cartes de chaleur vis-à-vis de la trajectoire. Donc, je vous le conseille vraiment si vous vous attachez à développer la meilleure fonction, à entraîner le meilleur modèle. Dans ce cas-là, allez-y, jetez-y un œil. C'est sur GitHub, AWS Lab, Depressor. Donc c'est sur le GitHub officiel et je mettrai également le lien dans les notes de cet épisode. Olivier, merci pour ces explications très claires. Merci Sébastien. J'espère qu'on a donné envie d'aller explorer la console Depressor et de commencer à programmer du reinforcement learning, de l'apprentissage par renforcement. Comme d'habitude, vous nous laissez vos feedbacks, vos commentaires sur mon Twitter personnel Sebsto, SEBSTO, ou sur celui d'AWS France, AWS France tout attaché et tout en un mot. Et on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. D'ici là, quoi que vous codiez, codez-le bien.